Salut à tous, du coup c'est Capet. Picsou est en train de revenir de Dubaï, il faut qu'il se pose à Malte, il a pas mal voyagé, vous savez, il est allé à Bali et ensuite il est allé à Dubaï, hein, tout simplement. Donc il a pas mal couru partout, on a fait des rencontres très intéressantes, on a enfin pu voir des crypto bros IRL qu'on n'avait pas vu jusque là, donc des gens de différents écosystèmes, avec pas mal d'infos intéressantes, avec, comme vous le savez, un marché qui est un peu particulier en ce moment. Et donc pour vous donner un petit peu de contexte, je suis encore à l'hôtel, ce qui explique pourquoi j'ai pas un éclairage idéal, un micro idéal, mais ça devrait le faire. Voilà, on va pas se préoccuper de ça. Ce que je veux, c'est qu'on fasse une belle émission et qu'on parle un petit peu de ce qui se passe sur le marché. Comme je suis tout seul, vous n'aurez pas l'analyse technique de Picsou, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les alts reprennent un tout petit peu de couleur, mais j'insiste sur le un tout petit peu, surtout sur le narratif IA. On a vu un Ether tomber jusqu'à 1500 $, donc on a eu un, même plus bas encore, hein, 1400 et quelques, on a eu un semblant de rebond, et justement, le saut qui tourne, c'est ça. Et du coup, on a eu un semblant de rebond et surtout des signaux très positifs fondamentalement. Si jamais le son est trop fort, vous me dites, je le baisse, mais normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va avoir une partie sur l'hebdo, on aura une partie plus structurée sur la partie fondamentale. En fait, ce que je souhaite faire, c'est au lieu de mettre des liens un peu à l'arrache, et bien justement structurer un peu ce dont je souhaite parler et avoir un support écrit. Ça va se passer dans un premier temps sur Notion, et puis je pense que je balancerai ça sur Coin Academy dans un second temps. C'est histoire d'avoir des notes et d'avoir une trame. Donc déjà, vous avez pu voir l'événement Token 2049, donc on va pouvoir en parler rapidement. Oh, relou le son. Ah oui. On va pouvoir en parler rapidement. Eh bien, l'événement Token 2049, très simple, hein. Il y en a un à Dubaï et un à Singapour. Celui de Singapour m'avait extrêmement plu. Celui de Dubaï, beaucoup moins. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que on a un événement avec un emplacement qui était exceptionnel. Pour le coup, l'emplacement était très beau. La salle, elle était top. En termes de développement business, de networking, je m'y suis pas du tout retrouvé. C'est un des pires événements que j'ai jamais fait. Voilà, donc c'est pas le but de leur casser du sucre sur le dos, mais simplement, moi, je m'y retrouvais pas du tout. Pourquoi? Enfin, pour la simple et bonne raison qu'il y avait quasiment que des exchanges. Soit des exchanges, soit des boulots du compliance, mais pas de protocole, que ce soit des layer 1, des layer 2, de la DeFi, etc. Donc je m'y suis pas retrouvé sur l'événement principal. Au niveau des side events, par contre, comme d'habitude, des superbes side events, mais qui sont faits principalement par des exchanges aussi. Et j'ai pas pu participer malheureusement à SuiCamp, qui était un événement dédié à Sui. J'aurais bien aimé y aller, mais j'étais pas préparé pour. Donc en résumé, ça a été surtout cool pour revoir des potes, discuter un peu fonda, parler un petit peu du marché, prendre quand même des contacts à l'inter. L'esprit à Dubaï, c'est beaucoup networking, on prend les contacts, voilà, il y a des gens qui s'installent à Dubaï, il y a des gens qui sont déjà à Dubaï depuis quelques années, donc c'est cool et voilà. Mais comme dit dans le chat, les apps ont plus d'argent pour aller des events. C'est un petit peu le ressenti, t'as l'impression qu'en fait, il n'y a que les exchanges qui gagnent des sous et du coup, bah, les exchanges se mettent en avant et le reste, tu les vois pas. Pour vous dire à quel point c'était ouf, j'ai pas vu Binance, mais j'ai vu BitGet, Bybit, OKEx, Coinbase, je descends un petit peu, hein. MEXC, je crois avoir vu Getio, on a vu Bitunix, on a vu Whitebit, on a vu KuCoin, on a vu BigX. Donc autant CoinW aussi, Bitmart aussi, c'était un side event. Bref, tout le top 30 était là en fait. Il y avait quasiment aucun exchange qui était pas là. Soit en mode gros sponsoring, soit en mode sponsoring léger. Mais tout le monde était là et j'ai retenu que ça finalement. Donc un petit peu dommage de ce côté-là. Donc moi, ce que je vous propose, eh c'est de parler un petit peu de ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental pour changer. Donc, Avalanche était là, ils ont fait des side events, mais ils n'étaient pas sponsor principal et je pense que c'était la bonne stratégie de leur côté. Les news d'Hyperliquid, pour suivre les bons comptes sur Hyperliquid, il faut passer un peu de temps et il y a plein de comptes qui relaient de l'information. Tu peux voir les follow de Picsou, tu peux regarder qui est follow par Picsou, ça peut être pas mal déjà. Donc, vous avez pu voir l'annonce, on a Ethereum qui fait passer un message très fort. Le message étant de dire qu'on va plus surprioriser les layer 2, on va aussi mettre un petit peu plus d'axes de communication sur le layer 1. Et c'est important de comprendre de quoi il s'agit parce que... Ah, je peux pas zoomer? Je peux zoomer, pardon. En fait, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens se plaindre et nous dire oui, Ethereum, il change de roadmap toutes les 5 minutes. Non, c'est pas vrai. C'est juste que en termes de communication, il y a eu un gros focus qui a été fait sur la recherche et sur les layers 2. Et aujourd'hui, on réaxe la communication
plus sur le layer 1 aussi. Et donc cette histoire de RISC-V, qui est la 5e itération de RISC, c'est en fait un jeu d'instructions qui est utilisé depuis très longtemps par le marché de l'informatique, et c'est un jeu d'instructions qui est open source. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand vous utilisez un processeur, ce processeur va être basé sur des jeux d'instructions pour exécuter des fonctions, etc. Par exemple, là j'ai un processeur Intel, c'est une architecture x86, chez AMD c'est pareil, et c'est des architectures qui sont pas open source, donc tu dois payer un royalty pour pouvoir les exploiter. ARM c'est pareil, vous entendez parler beaucoup d'ARM, soit dans les téléphones portables ou dans les MacBooks ou même dans plein d'appareils portables. ARM c'est en fait un fork de RISC qui n'est pas open source, mais RISC est open source. Donc RISC c'est utilisé par beaucoup de gens en informatique. Et quel est l'intérêt pour Ethereum de potentiellement s'intéresser plus à RISC et l'intégrer directement au niveau de son layer 1? Eh bien c'est de s'ouvrir déjà à plus de langages de programmation dans un premier temps, puisqu'aujourd'hui la machine virtuelle Ethereum, tu exploites 2 langages de programmation pour l'utiliser, qui sont Solidity, que vous connaissez sûrement, et Viper. Avec RISC, il y a beaucoup plus de langages, il y a du C, du C++, du Go, du Zig, etc. Donc du coup, ça permet de faire venir beaucoup plus de développeurs. Et en plus, ça permet de ne plus être contraint par les limitations en termes de performance de l'EVM. Par contre, c'est pas tout beau tout rose. C'est-à-dire que passer sur ce RISC-V, alors déjà, la première question à se poser, c'est: est-ce qu'on abandonne totalement le VM et on fait un full focus RISC-V ou pas? Je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir les 2 machines virtuelles et simplement on va pousser l'écosystème à aller plutôt vers RISC-V plutôt que le VM. Le truc, c'est qu'en mettant une nouvelle machine virtuelle, eh ben, il y a plus de risques de failles de sécurité, donc il faut auditer plus. Alors bien sûr, comme c'est un environnement qui a été beaucoup exploité, pas forcément ça va faciliter les audits aussi parce qu'il y a plein d'entreprises qui s'en sont occupées. Mais cette annonce, c'est du grand Ethereum tout craché. C'est-à-dire que déjà, c'est pas sûr que ça se fasse, même si c'est très probable que ça se fasse. Ça va subir des critiques forcément, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais RISC-V, c'est peut-être pas RISC-V, pardon, c'est pas le plus idéal. Il y a peut-être des choses plus adaptées à prendre en compte, etc. En plus de ça, ça mettrait beaucoup de temps, à minima 2 ans. Et je pense qu'il faut plus tabler sur 3 à 5 ans pour que ça se fasse. L'intérêt, c'est quoi aussi? Eh bien, c'est de préparer le Layer 1 Ethereum, justement, à la roadmap roll-up-centrique, mais aussi à une roadmap où on vient exploiter la technologie ZK pour le scaling. C'est-à-dire que pour le moment, les validateurs du réseau Ethereum, si j'ai bien compris, bon, bah, à chaque fois qu'on veut vérifier que tout s'est bien passé, on réexécute les transactions dans un bloc. Donc, tous les nœuds doivent réexécuter les transactions, donc ça prend beaucoup de temps, de bande passante, de computing, et du coup, on est limité. Et en plus de ça, on est limité par le VM. En passant par RISC, eh ben, on va pouvoir faire cette tâche beaucoup plus vite. Et à terme, si en plus de ça, on intègre du ZK partout, eh bien, on va pouvoir encore une fois être encore plus rapide et décentraliser encore plus. Donc je sais, ça fait un gros paquet d'informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura une amélioration des performances de l'exécution jusqu'à 100 fois. Le 100 fois, il est un petit peu bullshit marketing. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a des fois, je pense que ce sera aussi lent qu'avant. Il y a des fois, ce sera plus rapide. Ça va dépendre des cas. S'adapter à la logique ZK et surtout envoyer un signal qui est le scaling du Layer 1. C'est plus performant que Wasm Bytcoin. Je ne saurais pas te dire justement. À ce sujet-là, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire en réalité. Ensuite, donc il y a plusieurs projets communautaires justement qui commencent à aller dans ce sens-là, que j'ai vu passer. On a R55 d'une part, et on a RISC-V VM Experiment d'autre part. Il y en a probablement beaucoup d'autres. Donc il y a déjà des gens de l'écosystème qui ont commencé à préparer le terrain pour aller dans ce sens. Et petite astuce, quand vous êtes face à un GitHub comme ça, avec des sujets techniques, qui en plus sont en anglais, je vous propose 2 choses. Voilà, j'ai amélioré un petit peu mon workflow. Alors déjà, il y a un outil de traduction que j'ai même pas mis sur ce PC, que je vous partagerai la prochaine fois, qui vous permet de lire un petit peu mieux. Mais déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez le lien du GitHub, vous vous installez ChatGPT sur Windows ou sur Mac, et vous lui dites, tu peux me résumer ça en français. Tu lui mets le lien et tu actives la recherche sur Internet. Et j'ai l'impression que ChatGPT sur Windows est beaucoup plus rapide que la version web. Et là, ça se trouve, il va me prouver le contraire. Et ça va vous permettre rapidement de pouvoir lire beaucoup de choses. Voilà, vous avez votre petit résumé.
Environnement d'exécution expérimental permettant l'intégration transparente de contrats intelligents écrits en Rust et compilés avec l'architecture RISC-V. Ok. Et désolé, je dis RISC-V ou RISC-V, en vrai, il faut dire RISC-V de ce que j'ai compris. Double compatibilité EVM et RISC-V. Les contrats RISC-V et EVM partagent le même état à Ethereum et peuvent interagir via des appels encodés. Contrat Rust sans dépendance à la bibliothèque standard, etc., etc. Voilà. Et tu peux faire la même chose. Mais ce projet également. Donc très pratique pour pouvoir vous renseigner rapidement. On va voir plein de L1 pop. Bah, comme d'hab, hein. Je vois ça dans mon chat. Pas de nouvelles sur les tropiques. Hein. On lance la recherche parce qu'il n'est pas fini de s'exprimer. Vous savez que ça fait très bizarre de faire des émissions masterclass tout seul parce que d'habitude j'ai toujours Picsou qui me répond, qui me challenge, etc. Là je vais faire un grand monologue de 2 heures, ça va faire bizarre. Le projet RISC-V Experiment est une initiative de recherche visant à intégrer l'architecture d'instructure RISC-V à la machine virtuelle Ethereum. L'objectif est de créer un environnement d'exécution blockchain plus efficace, sécurisé et positif. Voilà, améliorer les performances et la sécurité des contrats, offrir une alternative open source, faciliter l'adoption de RISC-V. Alors bien sûr, il y a un autre sujet aussi parce que là on fait un gros focus sur RISC-V. C'est est-ce qu'on met aussi d'autres machines virtuelles. Donc notamment, j'allais y venir, on a Kakarot qui a annoncé une alternative pour en fait, RISC-V c'est un jeu d'instruction avec une machine virtuelle spécifique. Kakarot, ils exploitent le langage Cairo et la machine virtuelle de Starknet c'est la Cairo VM, donc c'est un environnement différent. Et donc le but c'est que potentiellement, en fonction de ce qu'on souhaite faire, on a les deux choix et on peut challenger. On regarde ce qu'on souhaite faire, on benchmark les performances et en fonction de la réalité marché, c'est-à-dire des applications qu'on souhaite construire, des besoins en performance, on va choisir une machine virtuelle plutôt qu'une autre. Donc moi je m'attends à ce que à terme Ethereum soit multi-VM avec un socle sur le layer 1 qui s'adapte aux ZK un maximum et après des roll-up en surcouche qui, comme vous le savez déjà, vont hériter de la sécurité du layer 1 et vont pouvoir profiter de tout ça. Et le but, c'est que l'interconnexion entre le layer 1 et les différents layers 2, elle soit la plus seamless possible, qu'elle soit la plus fluide possible, performante possible. Perplexity, j'utilise aussi, j'utilise aussi Perplexity, c'est juste que, vous voyez, on me demande dans le chat si j'utilise, j'ai pris le réflexe ChatGPT pour la simple et bonne raison que j'ai mon petit raccourci clavier pour le dégainer, tu vois, et que je peux rapidement poser mes petites questions, par exemple, c'est quoi RaceChain, voilà. Je vois un truc pop sur Twitter, je demande à mon chat GPT et ça m'évite de me prendre la tête, changer de page, etc. Donc c'est vraiment bien. Il faut retenir aussi de cette histoire de Kakarot ZK EVM, c'est que dans peu de temps, bien justement, ils ont tellement optimisé les performances à tous les niveaux qu'ils vont être capables de faire du proving, c'est-à-dire générer une preuve de ce que je comprends et vérifier la preuve en l'espace de 8 secondes. Et 8 secondes, c'est moins que le block time d'Ethereum qui est actuellement de 12 secondes. Donc du coup, ça remet tout en question. Parce que ça permettrait de pouvoir faire une transition de l'Ethereum actuel où à chaque fois on fait tout on-chain, on revérifie les transactions dans les blocs, etc. à un monde où justement on peut passer sur du ZK. Je sais, c'est un peu mal expliqué, mais c'est juste que en faisant ça, on pourrait même utiliser des téléphones mobiles ou des tout petits appareils Raspberry Pi, des trucs bref qui pèsent que dalle et donc qui font économiser des sous pour pouvoir vérifier les preuves. Et donc on pourrait étendre drastiquement la décentralisation tout en maintenant les performances. Par contre, voilà, juste avant que j'enchaîne, ce qu'il y a toujours d'extrêmement dérangeant avec Ethereum, et on va pas se mentir, à part si vraiment tu es dev pour un roll-up ou dans l'écosystème Ethereum, c'est trop compliqué de comprendre en fait. Par exemple, je prends l'article Simplifying the Layer 1 de Vitalik qui est sorti cette semaine. Je me suis dit, allez, je vais me poser, je vais le lire. Et en fait, après il est comme ça, mais il fait vraiment aucun effort pour que le Pékin moyen comprenne. Donc il nous parle de la simplicité de Bitcoin et il nous dit qu'on a trop cherché à complexifier Ethereum et qu'il va falloir revenir sur une base plus simple. Comme ça va permettre de simplifier les développements, les audits de sécurité, etc. Et tout de suite, il rentre dans des sujets extrêmement complexes. Alors, la Swiss Float Finality, c'est pas trop complexe. L'idée, c'est de se dire, eh bien, en 3 blocs seulement, on est capable d'assurer la finalité des transactions. Donc si les blocs durent 12 secondes, ça fait une finalité en 36 secondes, puisque 12 x 3, ça fait 36. Si les blocs, on les baisse à 8, ça fait 24 secondes. Si les blocs, on les baisse à 4 secondes, hop, on fait 4 x 3, et en 12 secondes, on a une finalité. Donc ça, on n'aura jamais des performances aussi puissantes qu'un Solana, un Sui ou autre, mais c'est pas le but, parce que justement, il y a un autre
il y a un autre élément qui rentre en jeu, dont vous allez entendre parler beaucoup cette année, c'est les préconfirmations. Préconfirmation. Et le principe, c'est en gros, on a un roll-up ou un wallet ou autre qui est prêt à préconfirmer une transaction, c'est-à-dire que d'un point de vue utilisateur, nous, on a le sentiment que c'est déjà confirmé, que c'est déjà acté. Donc, niveau expérience utilisateur, c'est beaucoup plus rapide. Et on a ensuite une vraie confirmation qui se fait dans un second temps. Ce qui se fait que la confirmation finale est sécurisée et décentralisée, tout ce que tu veux, elle se ferait en quelques secondes. Mais pour ceux qui ont un besoin d'avoir une action qui se fait ultra rapidement pour du trading haute fréquence, par exemple, et ben ça peut se faire en 0,1 seconde, voire moins, 10 millisecondes, tu vois. Donc c'est ça l'idée à terme. Donc c'est le lien entre tous ces projets qui sont étudiés depuis des mois ou des années en même temps qui font qu'on va avoir l'Ethereum final. Le problème, c'est qu'à chaque fois, quand il y a ce type de communication, ça met un petit coup de boost au moral, parce que tout le monde se dit, voilà, Ethereum, ils ont compris, ils avancent. Mais on reste toujours sur le « il faudrait faire »,« on va faire », on ne sait pas quand exactement. Tu vois, on n'a pas de deadline, c'est-à-dire que tous les sujets qui sont présentés ici, ils nous les expliquent rapidement. Ils sourcent les propos parfois, mais on n'a aucune visibilité sur quand est-ce que ça va arriver. Et ça a tendance à m'énerver. Voilà. Pareil, là, il nous fait une explication sur comment il faut envisager les développements, etc. Franchement, je vous jure, c'est vraiment pesant. Et pour terminer, il nous fait une vision en plusieurs phases de comment il voit la transition vers RIS5, avec une première phase où ça va optimiser un petit peu, après on va rentrer un petit peu plus dans le dur, et in fine, on va avoir le VM qui sera là, mais qu'on va quasiment plus exploiter. Un Ethereum qui revient en Proof of Work, je pense que ça n'arrivera jamais. Par contre, il y a Kaspa. Kaspa, on va pouvoir en parler après. N'hésite pas à me faire revenir sur Kaspa. En bref, Ethereum, ça avance, comme d'hab. Pas autant qu'on le souhaiterait. Il y a quand même des bonnes nouvelles. J'avais noté notamment... Désolé, vous voyez, il va falloir que je centralise mes notes aussi, notamment. Il fait un point sur des choses un petit peu plus concrètes, notamment le fait qu'on a le gas limit d'Ethereum qui est passé de 30 millions à 36 millions. Avec la volonté d'aller rapidement sur du 60 millions pour en fait doubler les transactions par seconde théoriques d'Ethereum, puis aller sur du 100 millions. Donc je pense que tout ça, ça va se faire cette année. Donc déjà, si le L1 est capable d'être 2 à 3 fois plus rapide, c'est toujours ça de prix. En espérant que ça motive à recréer de la demande sur le L1 et pousser des projets à pas aller sur des Layer 1 alternatifs comme Ton, Solana et NIR. On a également une autre proposition qui, elle, est beaucoup plus dans le dur, où on nous parle carrément de multiplier par 100 à horizon 4 ans les performances du Layer 1. Et là, on parle uniquement des performances du Layer 1. Le but, c'est que avant, regardez, de toute façon, gas limit, Etherscan. Avant, quand on poussait les performances d'Ethereum, on y allait vraiment mollo, et ça se faisait tous les 1 an, 2 ans... guère plus, c'était très lent. C'est très différent d'ailleurs de ce qu'on peut voir par exemple sur Base. Si tu vas sur Grow the Pie, Ethereum Ecosystem, donc ça charge, je reste là-dessus. Ethereum, vous voyez, en gros, ce que vous voyez là, le gas limit, c'est le nombre de gaz qu'on peut consommer dans un bloc. En sachant qu'une transaction simple, ça va être 21 000 de gaz, un swap, ça va être peut-être 100 000 de gaz, un truc un peu plus complexe, ça peut être 400 000 ou 500 000 de gaz presque. En fonction de la complexité de ta transaction, ça consomme une certaine quantité de gaz et donc tu es limité par la taille du bloc et par le gaz qu'il contient. Donc à chaque fois qu'ils augmentent cette taille de gaz, en fait ils augmentent le nombre de transactions par seconde d'Ethereum. Donc vous voyez qu'à chaque fois ça trade un petit peu avant d'augmenter. Par exemple année 2018 et même 2019 ça n'a pas bougé. Après il y a eu un petit pump en 2020, un petit pump en 2021, un gros pump en 2022 et en fait de septembre 2021 jusqu'à récemment ça n'avait pas augmenté et l'augmentation qu'on a eu récente elle est de 20% en fait, elle n'est pas énormissime. Donc là pour la première fois depuis très longtemps on va pas avoir des petites optimisations de l'ordre de 20 ou 25%, on va directement faire du x2 voire du x3 sur le L1. Donc tu vas me dire oui mais il y a Solana, Hyperliquid et compagnie, évidemment. On peut pas faire comme si ça n'existait pas, ils sont là, mais c'est pas les mêmes propriétés en termes de décentralisation bien entendu. Donc il faut bien comprendre ce qui est possible sur Ethereum, ce qui est possible sur Solana ou Hyperliquid ne l'est pas sur Ethereum. Parce qu'Ethereum, je vais montrer ça, Ethereum a voulu pousser sa décentralisation à outrance avec des milliers de nœuds complets et plus d'1 million de validateurs.
C'est moi si c'est RAM, c'est ma connexion qui est pas terrible. Vraiment pas terrible. Regarde l'inflation de TH sur Ultrasound Money, personne veut le block space depuis EIP 48-44. Je sais, frérot, je sais. Mais en fait, l'erreur qu'a fait Ethereum, c'est d'être dit qu'on va continuer d'avoir beaucoup de demandes sur la partie call data et qu'on va également avoir de la demande sur la partie rollup. Et en fait, les rollups, ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, ils balancent toute la donnée sur l'espace blob. Et quand ça revient trop cher à poster des données sur l'espace blob, il faut une transition sur la partie call data. Mais comme il n'y a plus de collection NFT, d'agents IA, il n'y a quasiment plus rien qui se fait sur le L1, bah en fait, il y a une perte de vitesse sur le L1. Donc moi, ce que je pense, c'est que Ethereum va forcer les rollups à quand même payer un espèce de premium sur le L1. Bon, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi cette page ne veut pas charger, mais en résumé, on a 1 million de validateurs sur Ethereum. On en a beaucoup moins. Oh, c'est Rated Network. On en a beaucoup moins chez les autres. Et là, ça va charger. Oui, Network Explorer. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de voir un petit peu la répartition des différents groupements de validateurs. Comme par exemple, on sait que Lido, ça représente à eux seuls 26% du staking, mais que dans les 26% du staking, il y a en réalité plusieurs validateurs à l'intérieur. On voit qu'il y a 561 validateurs à l'intérieur ici. Pour ce qui est des SSV, je ne sais pas trop comment ça se passe, Coinbase non plus, mais il y a quand même une certaine décentralisation qui est faite. Hop, Scan, Gas Tracker. Vous pouvez voir que les transactions simples, elles coûtent plus rien. Les swaps, ça coûte très peu aussi. Donc il n'y a plus d'activité sur le L1. Et en fait, en soi, c'est un peu ce qu'on voulait. Mais ça offre quand même une occasion aux gens de se plaindre. Donc ils vont essayer de trouver une solution pour créer de l'activité, je pense. Et ensuite, vous pouvez utiliser Retail Network pour Solana. Vous allez voir que pour Solana, on a 1300 et quelques validateurs. Une distribution des clients qui est pas terrible, parce qu'en réalité, on a Agave 70% et Jito qui est un fork d'Agave qui a 29%, avec Firedancer qui ne fait seulement que 0,24% pour le moment. On n'est pas pressé. Donc souvenez-vous, hein, et j'étais le premier à en parler, hein. Ouais les gars, Firedancer ça arrive fin 2024 et tout. Maintenant ça nous dit oui bah c'est arrivé, faut juste le mettre en place. Ouais mais il n'y a pas d'adoption. Il n'y a pas d'adoption. Et c'est aussi intéressant aussi de constater qui sont les service providers principaux de ces validateurs, c'est-à-dire bah, les services cloud comme Latitude, etc. pour monter un nœud. Et je pense que Latitude et SH sont les moins chers du marché. Revenons-en à ce que je disais juste avant, Ethereum qui augmente que très peu ses performances dans le temps au niveau du L1, alors que Base, eux de leur côté, ils augmentent drastiquement les performances dans le temps. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez la petite ligne bleue, c'est la capacité de Base à gérer une grosse quantité de transactions par seconde. Et ils ont l'intention de tendre vers 100 mégagas seconde très rapidement. Et je pense que déjà, parce que ça c'est aussi important de le noter, là je fais un live, on est le 4 mai. Eh bien le 7 mai, il y a la nouvelle mise à jour d'Ethereum. Et la nouvelle mise à jour d'Ethereum déjà va multiplier par 2 l'espace pour les rollups. Donc les rollups vont pouvoir balancer un petit peu plus de transactions par seconde. Parce qu'à chaque fois, les gens se disent oui, mais on nous a dit que les rollups, ça peut faire du 1 milliard de transactions par seconde, pourquoi on les voit pas? Tout simplement parce que les optimistic rollups, bah, ils postent toutes les données, donc ils sont limités par l'espace qui est proposé par Ethereum. Et les ZK rollups, eux, ne sont pas limités. Par exemple, Starknet. Starknet pourrait faire des milliers de transactions par seconde, mais Starknet n'a pas de demande communautaire pour le moment. Donc c'est vraiment la loose. En fait, on en revient toujours à ce problème en crypto et c'est important de le garder en tête. Bitcoin, il fait sa vie, donc Bitcoin s'en fout en fait. Mais pour ce qui est du reste, se passionnent pour un Layer 1 ou pour un protocole. Ils attendent beaucoup de ce protocole. On leur annonce des dates de sortie approximatives. On n'arrive jamais à ces dates de sortie. Et ensuite, il y a une baisse d'intérêt. Et une fois qu'on arrive enfin à la date de sortie, par exemple le passage au Proof of Stake sur Ethereum ou la mise en place des rollups sur Ethereum, enfin de l'espace de bloc pour les rollups sur Ethereum, en fait les gens ils disent oh bah c'est nul. Là en l'occurrence, on a Base qui est capable d'envoyer du stake en termes de performance. On a Starknet qui est encore plus capable d'envoyer du stake en termes de performance. On a Taiko qui a un based rollup, donc qui est un petit peu plus aligné avec la philosophie de décentralisation, etc. Mais les gens s'en tapent parce qu'aujourd'hui, le marché des cryptos n'est pas aussi innovant qu'avant, je dirais, d'une certaine façon. Du point de vue infra, il l'est. D'un point de vue applicatif, c'est vraiment minable. C'est très minable. En fait, c'est toujours des casinos ou des proto-casinos. Ça va être, je sais pas moi, des NFT, des meme coins, des trucs de betting, des Ponzi améliorés, bref. Mais pas de trucs qui sont utilisés dans le monde réel. Les seuls qui font un effort au final dans le monde réel, c'est WorldChain en ce moment. Parce que eux, ils sont concentrés un petit peu sur la philosophie de chasser les bots sur Internet, à chasser les attaques civiles. Donc, permettre aux gens de scanner leur iris
pour générer un identifiant unique et ensuite pouvoir permettre aux gens de faire une sorte de KYC pour prouver leur identité et surtout empêcher à ces gens de créer de multiples identités sur internet pour frauder, pour du farming d'airdrop ou des applications de rencontres. Parce que là il y a une annonce cette semaine, World, qui est une entreprise d'ailleurs d'OpenAI, ceux qui font ChatGPT, ils font un partenariat avec Tinder et ils vont utiliser ce système-là pour lutter contre les robots. Donc là, on a une vraie utilité de la blockchain. Lutter contre les robots, lutter contre les fraudes, l'usurpation d'identité, etc., etc. Tu penses quoi de Monero? On pourra y venir après pour Monero. Je continue mon petit cours magistral. Donc je continue au niveau de mes notes. Voilà, donc on a aussi l'annonce de Ethereum R1. Donc Ethereum R1, c'est quoi? Eh ben c'est un rollup sans jetons. Rollup sans jetons, du coup, bah, tout le monde peut l'utiliser. Utiliser l'Ether comme token de gaz pour payer les frais de transaction. Pas de private sale, parce que pas de jetons. Pas de gouvernance, du coup, au travers du jeton. Et tous les développements seront faits avec un financement qui est fait sous forme de dons. Donc, il se base sur la stack technique de Taiko, qui pour le coup est un roll-up aligné Ethereum, mais qui est aussi une VC chain parce qu'ils ont quand même bien levé. Et voilà, l'idée c'est de proposer des layers 2 sans jetons. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de layers 2 sans jetons. Donc, pour vous parler un petit peu d'autre chose que du Fonda, parce que ça fait quoi? Ça fait 20-25 minutes que je vous fais cette émission. Je vous parle de pur Fonda et vous vous dites, alors moi, Capat, je t'aime bien, mais est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Est-ce qu'on s'en bat pas les couilles de tout ça? Et vous avez parfaitement raison de vous poser cette question-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue purement fondamental, j'aime beaucoup les signaux qui sont envoyés par Ethereum. Le fait de vouloir se bouger. Ce que j'aime moins, c'est qu'en réalité, ça fait un peu coup d'épée dans l'eau. Dans le sens où oui, ça envoie un signal, c'est toujours mieux que de ne rien faire, mais on n'a aucune visibilité sur les roadmaps et on n'a surtout aucune visibilité sur ce que ça va apporter pour les utilisateurs finaux. Donc en fait, les gens ne s'identifient pas à cette communication, ils ne comprennent pas tous ces sujets techniques, parce qu'ils sont trop techniques, et en réalité, on ne devrait même pas leur en parler finalement, on devrait leur parler de ce qui se passe d'un point de vue applicatif. Et comme on n'a aucune visibilité sur l'utilité et la deadline, et bah ça ne réagit pas au niveau du prix. Tout simplement. Et cerise sur le gâteau, et ça c'est un autre sujet, je vais peut-être me faire taper sur les doigts en le disant, mais il faut dire les termes, que moi j'ai perdu beaucoup de sous. Starknet c'est des refs. Hein. Abdel est toujours le bienvenu dans des émissions pour nous parler de Fonda. Il fait son boulot c'est de développer, de faire venir des gens dans l'écosystème, de parler d'écosystème Starknet, etc. Mais il y a un problème avec Starknet comme tous les layers 2, c'est qu'ils ont sorti un jeton, et que ce jeton sert quasiment à rien. J'insiste sur le quasiment. Parce que oui, il sert de jeton de gaz, mais très souvent, et bah, dans le cas de Starknet par exemple, tu peux aussi payer le gaz avec l'Ether, ou tu peux te faire sponsoriser avec d'autres types de jetons. Donc du coup, tu te dis quel est l'intérêt du Stark. La gouvernance, à part certaines personnalités très investies, tout le monde s'en tape. La décentralisation, ils proposent déjà du staking, mais tu vas avoir un réseau de séquenceurs décentralisés. Là, c'est un petit peu plus d'intérêt, mais pour le moment, on n'y est pas vraiment. Donc là, c'est pareil, que ce soit Starknet, ou Optimism, ou Arbitrum, ou tout ce que vous voulez, tous ces jetons de Layer 1, de Layer 2, tu te poses la question, à quoi ils servent? Et la réponse, à pas grand chose. Donc, c'est difficile d'y voir un avenir. Et je me tire une balle dans le pied en vous disant ça, parce que des Stark, moi j'en ai toujours, j'en ai pas vendu, alors autant vous dire que je me suis fait cabosser. Je suis resté dans mon idéologie, mais je vous l'avais dit, de toute façon, je vous l'avais dit. Moi, Solana, j'en ai vendu trop tôt, j'en ai pas racheté assez, etc. J'avais la même philosophie sur Starknet. La différence, c'est que Solana a su rebondir. Starknet n'a aucune force au niveau du prix de son jeton. Et là, je tape sur Starknet parce que c'est le sujet que j'ai le plus poncé. Mais qu'on se le dise, c'est la même chose pour Arbitrum. Quand tu regardes la chart, elle est catastrophique. C'est la même chose pour Optimism. C'est la même chose pour zk-Sync. Et tu peux faire le tour de tous les écosystèmes, c'est ça. Donc, j'ai une question très intéressante dans le chat. Parce que comme Picsou est pas là, il faut aussi que je vous parle de spéculation, de prix, que je vous dise ce que j'en pense. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est important de ne pas être dans le déni. Pourquoi Hyperliquid se porte bien et Starknet pas? Ils ont chié sur la commu. Alors, dans le ressenti, c'est totalement vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que d'un côté, on a Hyperliquid qui n'a pas levé d'argent, qui ont utilisé leurs fonds propres, qui ont airdrop une grosse partie de leur supply, qui vont continuer d'airdrop une partie de leur supply, et qui en plus de ça, quand ils mettent en place des choses, quand ils font des communications Hyperliquid,
les utilisateurs s'identifient tout de suite. Quand on leur dit on a un marché spot, ils disent ah bah enfin un DEX avec un marché spot. On l'attendait sur DYDX, pour le moment il n'y est pas. Ça va arriver sur DYDX. Le problème c'est que les gens, bah le temps que ça arrive sur DYDX, ils sont ailleurs. Quand on leur dit compatibilité EVM, ils disent bah enfin de la compatibilité EVM. Starknet, on nous a dit qu'on allait avoir de la compatibilité EVM avec Kakarozik et EVM. Au final, on ne l'a jamais vu. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Alors, l'explication, je la connais. Hein, pourquoi il n'y a pas eu d'activité, pourquoi il n'y a pas eu d'EVM sur Starknet. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de perte de performance. Et ils ne voulaient pas aussi créer de l'ombre à leur nouvel écosystème Kairo VM. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, les gens s'en tapent. Les gens, ce qu'ils veulent, et c'est toujours ça qu'il faut garder en tête, ils veulent gagner des sous. Donc ils veulent que leurs jetons ils montent, et ils veulent spéculer sur des jetons qui montent. Donc quand ils vont sur BitTensor, ils ont les subnets. Quand ils vont sur Solana, ils ont les meme coins. Quand ils vont sur Hyperliquid, ils ont les marchés spot, ils ont les meme coins, etc. Quand ils vont sur Starknet, ils ont malheureusement que très peu de jetons. Tu vois, ils ont Ecubo, qui a d'ailleurs fait une excellente perf, tu vois, pour quand même mettre du positif. Ecubo, voilà, depuis l'airdrop, a fait une très belle perf. Mais il n'y a quasiment aucun jeton de l'écosystème Starknet. Il n'y a même pas de catégorie jeton écosystème Starknet, tu vois, sur CoinGecko. Donc en fait, les gens, bah, ils veulent gagner des thunes. Donc qu'est-ce qu'ils font hop, ils regardent qu'est-ce qui a performé. Bon bah voilà, l'IA, ça continue de marcher un petit peu. Hyperliquid, ça continue de marcher. Ils se sont fait dézinguer sur les autres écosystèmes. Et bah ils préfèrent rester sur des écosystèmes où on leur montre des signaux de force. Et le problème, c'est qu'Ethereum, bah ça commence à faire long. Moi, si vous voulez, avec l'expérience que j'ai, je les vois les fondamentaux. La vision, je la connais. Je sais que les gens y taffent, qu'il y a des bêtes de fondamentaux, qu'on pense à la lutte contre la censure, la décentralisation, etc. Mais la finalité, c'est que les gens ils veulent gagner des thunes. Et que Bitcoin, aussi décentralisé soit-il, s'il avait jamais rebondi, après ça, ou à n'importe quelle autre période, bah Bitcoin serait parti à la poubelle. Ce qui fait que Bitcoin, tout le monde le kiffe, c'est que cycle après cycle, il continue de monter. Qu'est-ce qui fait qu'Ethereum, c'est le vide d'un petit canard en même temps? C'est que pour la première fois, et bah niveau cycle, il a déçu. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient des ATH sur ATH. Donc là, tout le monde était beau, tout le monde était rose. Là, on est à peine au-dessus du prix de son ATH de l'époque de 2017. L'ATH, il était à 1400 et quelques, on est à 1008. Donc ceux qui ont acheté le top, bah, ils sont dégoûtés en fait. Et regardez Hyperliquid. Pour prendre lequel Hyperliquid. Pour le moment, parce que tout peut changer. C'est pour ça que malheureusement, je me laisse avoir par mon biais qui est de se dire Hyperliquid n'est pas décentralisé pour le moment. Ils vont dans le sens de la décentralisation, mais ils ne le sont pas. Et comme ils ne le sont pas, il y a un risque. Le risque, pour moi, n'est pas que les créateurs d'Hyperliquid vont nous la mettre à l'envers et partir avec la caisse. Parce que déjà, ils sont doxés. Et qu'en plus de ça, ils ont plus d'intérêt économique à ce que ça monte. Par contre, il y a un autre risque quand tu n'es pas décentralisé dans un protocole comme ça. C'est que si tu te considères comme un exchange décentralisé, mais que tu n'es pas vraiment décentralisé, si le régulateur veut te tomber dessus, il peut te tomber dessus. Donc, tu peux effectivement te dire, oui, depuis qu'il y a Trump, c'est bon, ça craint rien. On ne sait pas si ça craint rien, tu vois. Le retournement de veste qui peut arriver. Donc moi, tout ce que je vous dis, c'est que Hyperliquid, d'un point de vue prix, c'est exceptionnel. D'un point de vue produit, c'est exceptionnel. D'un point de vue décentralisation, il y a mieux à faire, mais c'est quand même beaucoup plus satisfaisant que l'intégralité des layers 2 d'Ethereum. Il faut quand même le signaler, parce que entre un séquenceur décentralisé et 21 validateurs, c'est quand même mieux d'avoir 21 validateurs. Voilà. Donc, beaucoup plus de positifs que de négatifs sur Hyperliquid. Et bien sûr, s'ajoute à ça le fait qu'ils rachètent à toute patate le jeton avec le fonds d'assurance, etc. Donc, beaucoup de signaux qui sont positifs. Et tant que le bullrun, il continuera sur Hyperliquid, les gens seront contents. S'il y a un manque de force, et ben, à ce moment-là, les gens ne seront pas contents. Sui, c'est pareil. Alors Sui, c'est encore un autre cas d'école. J'en ai jamais acheté de Sui d'ailleurs, je vous en parle depuis je ne sais combien de temps, mais regardez, ils ont listé, ça a fondu. Comme ça a fondu, les gens disaient que c'est de la merde. Et puis après, sur ce cycle de 2024, il a tapé des ATH. Alors pour quelle raison? C'est un mystère. Je pense qu'un jour, on aura des surprises parce qu'on est sur le marché des crypto-monnaies. Mais pour le moment, les performances de Sui sont au rendez-vous. Donc comme le prix monte, bah, les gens sont contents. Pourtant, c'est pas un écosystème où il se passe voilà les trucs. Il se passe quelques trucs. Hein. Le langage Move, il est cool. Le protocole est hyper performant, etc. Mais il se passe pas grand-chose. Mais le prix monte, donc ça va.
tu vois. Et on peut continuer longtemps dans la connerie. Alors vous allez être fâchés parce que je passe de Sui à Cardano et à XRP. Donc vous allez me dire, mais comment tu compares XRP à Cardano, etc. Et ben je vous parle uniquement du prix. Bah voilà, hein. En 2021, Cardano, il nous a fait une bête de performance. On n'a pas eu de nouvelles grosses performances depuis, donc peut-être qu'à un moment donné, Cardano va commencer à se faire cracher dessus. Mais il y a quand même des performances qui sont en rendez-vous. Et surtout, si tu compares par rapport à Ether, bah il est pas non plus trop mauvais. XRP, c'est pareil. Le prix, il monte. Donc en fait, tant que le prix monte, tout va. Le reste, on s'en fout en fait. Voilà. Et après, bon, bah, t'as toujours des narratifs évidemment qui font un peu le yo-yo. Alors, moi je vous lis hein, les AI60Z, les virtuals, etc. En faisant totalement abstraction des fondamentaux. Moi, quand je vois un prix comme ça, j'ai pas envie de rentrer. Quand je vois une performance pareille, j'ai pas envie de rentrer. Parce que tu pourrais me dire, oui, mais Solana, il a fait pareil. Alors, c'est vrai. Mais la différence, c'est que Solana, je l'ai déjà utilisé. Et à quoi il sert le jeton? Et AI16Z, à quoi sert le jeton? Oui, mais il y a de la décentralisation et il va se passer des trucs pour le rendre plus utile. Bah, rends-toi plus utile tout de suite. Parce que AI16Z n'est pas un layer 1. Le live est que sur Twitch, pas sur YouTube. Ouais, pour cette fois, ouais. J'ai voulu faire en sorte d'avoir un live qui ne bug pas. C'est pour ça que je me suis pas amusé à faire du multistream, etc. pour être sûr que ça ne bug pas parce que j'ai pas la connexion la plus idéale. Voilà. L'écosystème Ethena qui se développe, bah Ethena, très bon exemple. Ethena, tu vois. Alors je suis pas un crack du sujet, je vous invite d'ailleurs à regarder copain Doc Research sur le sujet. On balançait la doc un petit peu sur Ethena. Je l'ai pas lu encore, mais j'ai vu les tweets, je leur fais confiance. Ethena, je peux te mettre en français d'ailleurs si tu préfères. Voilà, donc il y a des explications qui sont données. Excusez-moi, je bloque l'autre PC. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, ils ont réussi à créer un protocole innovant qui est capable de capturer du fric et le redistribuer, mais pas à partir de zéro. En tout cas, ça s'est pas pété la gueule et on n'a pas fait le comme Terra Luna, le après-coup de ouais, mais au final, ça se voyait que c'était bancal, etc. Non, pour le moment, Ethena, ils ont un stablecoin qui marche, ils ont un business model, et du coup, comme ils ont un business model, que le coin, il a assez bien performé, on va dire, enfin, ça dépend du point de vue où tu le vois, mais faut pas oublier qu'il y a 4 milliards de capitalisation. Bah du coup, ils tentent des trucs et il y a des projets DeFi qui vont se construire sur leur layer 2 ou layer 3 Converge. Ouais, Converge c'est un layer 2, c'est ça. Et il y a un layer 3 qui se construit sur Converge, bref. Donc pour le moment, comme c'est tout frais et que c'est assez innovant, ils ont un petit peu le vent en poupe. C'est pareil pour Berachain, un peu frais, un peu innovant, vent en poupe, même si je vois des gens gueuler sur Berachain quand même. Vu qu'on me pose beaucoup de questions au sujet de Monero, je me dois de répondre. Pour moi, Monero, c'est un des seuls coins de cet écosystème qui survivra à des baisses. On l'a déjà vu, hein, il a été capable de pumper à mort, dump à mort, il est capable. Mais son existence, elle est naturelle parce qu'il y a une vraie utilité, déjà, parce que c'est intraçable, et qu'en plus de ça, il est boudé par de nombreux exchanges. Donc il est probablement moins manipulé que la moyenne aussi. J'insiste sur le probablement, après ça se trouve il est tout autant que les autres. Pour moi Monero, il est là pour rester. Est-ce qu'il va remplacer le BTC? Non. Il ne remplacera pas le BTC pour moi. Pourquoi? Parce que BTC a fait le choix d'être à 21 millions d'unités. Donc il sera forcément beaucoup plus rare le BTC. Il est traçable, donc il est un petit peu plus préféré par les banques centrales, les régulateurs, les gouvernements, alors que Monero ce sera toujours le vilain petit canard. Il ne sera jamais embrassé par de nombreux gouvernements. Donc ça restera l'équivalent de l'argent liquide. On me dit dans le chat le DOM des 21 millions sautera, aucune alternative. On verra. En tout cas, ce qu'il ne faut pas souhaiter sur Monero, c'est que quelqu'un trouve une faille pour imprimer des Monero à partir de rien et qu'il l'exploite sans que ça se voit pour qu'on se retrouve avec un supply qui est potentiellement bidon, parce que là, ça la foutrait mauvaise. Mais bête de protocole Monero, hein, bête de protocole, bête de monnaie, il peut servir à du coin mixing avec d'autres monnaie, il peut servir à faire des achats sur le darknet, il survit cycle après cycle, donc c'est carré. C'est ce qu'on lui demande. Et il cherche pas à changer de narratif tous les 5 minutes pour se créer une existence. Reprenons mes notes. Ensuite, on a Aptos, voilà, pour continuer sur les Layer 1. On a Aptos qui nous annonce un nouveau moteur de consensus qui s'appelle Raptor. Donc, on va regarder ça rapidos. Il veut bien s'ouvrir. Pourquoi il s'ouvre pas? Faudra que je change d'outil. Aptos Labs, Consensus Layer for Trading. Regarde le pinned.
Aptos. Mais c'est pas grave, c'est tout ce qui va nous intéresser finalement. Aptos a bossé sur un nouveau moteur de consensus qui facilite encore plus la parallélisation et qui est pensé pour ne pas perdre en performance à partir d'un certain nombre de transactions par seconde. C'est-à-dire que jusqu'à 260 000 transactions par seconde, on reste sur une finalité de l'ordre de 1 seconde. Là où, par exemple, le protocole Mysticity de Sui, à partir de 5000 transactions par seconde, même bien avant, ça commence à monter. HS, la musique de fond est sympa, mais pas dans l'ambiance du live. Ok, on verra ça une prochaine. Du coup, ben, ce que je m'attends, c'est que déjà, les travaux qui ont été faits par Aptos vont permettre à différents roll-ups de l'écosystème d'Ethereum d'en profiter. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que sur un réseau d'une centaine de validateurs, on arrive à maintenir ce niveau de performance et que quand on commence à parler de finalité aussi rapide avec autant de performance, ça crée beaucoup d'usages. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit, comme on va avoir les préconfirmations qui vont arriver sur les différentes blockchains, on va avoir en fait une finalité ressentie qui va être extrêmement rapide et une finalité réelle qui sera plus lente, et la majorité des gens s'en foutront de la majorité réelle plus lente parce que eux, quand ils vont appuyer sur un bouton sur leur wallet, ils vont voir que c'est rapide et ils vont kiffer. Du coup, pourquoi je dis ça? Moi, Aptos, je les respecte, hein, ils font du très bon boulot, mais il y a peu d'écosystème dessus. Peut-être que ça changera avec le protocole AAV qui va arriver chez eux rapidement. Mais aujourd'hui, les yeux sont rivés sur quoi? Ils sont rivés sur Ethereum, plus particulièrement le VM, parce que Solana a réussi à attirer les projecteurs sur soi. Le reste, c'est beaucoup plus tranquille. Sui a plus de buzz qu'Aptos. Sui a beaucoup plus de buzz qu'Aptos. On me dit ce n'est pas le même cas. Sui a beaucoup plus de buzz qu'Aptos, et je vais te dire tout simplement pourquoi Sui a plus de buzz qu'Aptos. C'est le prix de Sui avec un petit ATH récent. Donc c'est très simple. Il y en a un qui tape des ATH, il y en a un qui tape pas des ATH. Et bah les gens, ils vont préférer acheter quoi? Les petits malins qui vont se dire ouais bah si Aptos il a pas pété, il a plus de chances que péter. C'est souvent comme ça qu'ils se pètent les dents. Je suis le premier à me péter les dents à penser comme ça. La réalité, c'est que les gens, ils préfèrent jouer la sécurité. Et que Sui, il est top 13, Aptos, il est top 38. Sui tape des ATH, Aptos, il tape pas d'ATH. Sui, il a du buzz, Aptos, il a pas de buzz. Sui, il est intégré nativement au wallet Phantom et Backpack. Aptos ne sont pas intégrés à ces wallets-là. Pour ce qui est de l'intégration Ledger, je crois que dans les deux cas, c'est intégré, donc il n'y a pas de souci. Mais en prenant en considération tous ces éléments-là, Sui a un petit peu plus de buzz. Mais pour autant, c'est pas un écosystème secret des deux côtés. Les écosystèmes pour le moment c'est EVM, Solana, Hyperliquid. En sachant qu'Hyperliquid, ils sont EVM. Donc là tu regardes les chaînes, si tu as BTC qui a quand même un petit peu de buzz, la BSC qui a son game asiatique, à le compter, Tron pour ses stablecoins, c'est magouille. Base du coup c'est Ethereum. Bear Chain parce qu'ils sont dans le farming de liquidité, mais je sens que ça va pas durer. Je sens pas trop pour Bear Chain. Et après voilà, ça c'est Ethereum, et après bah tu vois on a Sui qui est là, qui a plus de TVL que ce que je pensais en fait. Tu vois, ils sont un petit peu au-dessus d'Hyperliquid, mais par contre au niveau des revenus, bah Hyperliquid tabasse totalement Sui et Aptos quoi. Donc moi personnellement, j'ai ni du Sui, ni du Aptos, ni du hype, mais je serais plus tenté que d'acheter du hype. Hein. Plus de ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Regardez, Hyperliquid, si ils release du supply, ce sera que pour la communauté. Pas la communauté qui dump pas. Qui dumpera. Pas des VC qui sont en fois je sais pas combien. Donc la réalité c'est que je pense que très peu nombreux sont les gens qui ont reçu leur airdrop Hyperliquid et qui n'en ont jamais vendu un seul. Je pense qu'il y en a plein qui ont vendu leur airdrop. Ensuite tu as eu un run. Et ensuite les gens se sont placés sur ces deux extrêmes. Donc entre 32 $, et 10 $. Et que du coup, niveau pression vendeuse, il faut y aller. À part si vraiment le marché se pète la gueule, ça n'a rien à voir avec un Sui ou un Aptos, parce que quand tu regardes par exemple CryptoRank Sui ou CryptoRank Aptos, tu as plusieurs données intéressantes. Tu regardes déjà les rounds de levée de fonds, et tu vois que tu as des gens qui sont rentrés à des rounds de Maboule. Donc là, si on fait le calcul, on a une série A à 36 M de levée, donc très probablement à 360 millions de market cap. Ensuite, tu as eu d'autres rounds où les gens sont x32, x110, x110, x32, x110, etc. Peut-être qu'on a plus d'infos sur Chainbroker. N'hésitez pas à utiliser et Chainbroker et CryptoRank, ça vous permet d'avoir plus de données. Je pense que Chainbroker va nous donner plus d'informations sur le prix d'acquisition des Sui. Pendant que Chainbroker charge, on va aller ici dans... Voilà ce qu'on voulait ça. On a des gens qui sont rentrés sur Sui. Ah non, ça a levé à des valorisations beaucoup plus hautes. Voilà. Il y en a qui sont rentrés à 18 centimes, 25 centimes. Et au niveau du calendrier de déblocage, eh ben, il reste encore de la pression vendeuse de la part de la série B. Et
Est-ce qu'il y a d'autres... C'est surtout la série B. Hein. Voilà, la pression vendeuse de la série B s'arrêtera en mai 2026. Voilà, donc on aura la pression vendeuse jusqu'à mai 2026. Et pour ce qui est d'Aptos, alors j'ai deux côtés. Pour ce qui est d'Aptos, de ma vie, j'ai jamais vu une chaîne autant hype que Monad sur les réseaux. Non, il y a de la hype, mais prouve pas autant. Et du côté d'Aptos, bah pareil, on a du déblocage jusqu'à septembre 2026 de la part des investisseurs, de la part des corps contributeurs. On a la fondation qui prend du fric, mais ça devrait pas trop décaisser. Mais bon, bref, pas mal de pression vendeuse du côté corps contributeurs et investisseurs. Donc en fait, potentiellement, on va regarder les prix d'acquisition sur ces jetons. Est-ce qu'on les a? Il y en a qui sont rentrés à 1 $. Donc tous ces gens qui sont rentrés à 1 $, même au prix actuel, sont toujours en x5. Voilà, ils sont toujours en x5. Donc quand tu es en x5, surtout avec le marché de merde qu'on se tape en ce moment, tu décaisses, tu prends ton profit, tu décaisses, tu décaisses, tu décaisses, tu décaisses. Et ça se ressent en fait. Dès qu'il y a un peu de buzz, ça monte. Et après, bah forcément, hein, quand tu es en x17, bah, tu décaisses encore plus. Donc les gars, ils décaissent. Et tant que tous ces gens, ils seront pas sortis, bah, il y aura potentiellement du mal à pumper, à part vraiment s'il y a une traction phénoménale sur cet écosystème en fait. Donc c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Plein de gens en x5, x10, x20, t'as pas ce problème-là sur Hyperliquid. Et on va bientôt avoir ce problème-là sur Solana aussi, parce qu'il y a, je sais pas si c'est public, et voilà, Alameda and FTX release, jusqu'à 2028, ça va décaisser. Et on a aussi Alameda pour un Chrome release. Voilà, il y a plein de rounds où ça décaisse en fait constamment du sol. Malgré le fait que ça décaisse, le sol se porte bien. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Donc gardez ces infos en tête. Ça veut pas dire que Sui et Aptos ne peuvent pas monter, mais c'est juste que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, bah priorisez plutôt des jetons où t'as pas une pression vendeuse constante de la part de VC quoi. Solayer en up lui, mais pas de produit. Alors Solayer, première précision, moi j'en ai. Hein, je suis investi en private sale à une valorisation en dessous du milliard de FDV, mais je suis bloqué. Donc eux ils ont fait un airdrop où il y a des gens qui sont probablement sortis entre ouais, autour des 1 $. Donc ceux qui devaient vendre l'airdrop l'ont fait normalement. N'hésitez pas à vérifier d'ailleurs si vous êtes éligible à l'airdrop, si vous avez staké sur le protocole du restaking Solayer, il y a peut-être des sous à prendre. J'en ai parlé à un pote à Dubaï, il avait totalement oublié qu'il l'avait fait, il a récupéré des sous, il était content. Voilà. Fondamentalement, c'est béton. Niveau écosystème, pour le moment, il y a Peanuts. Et la chart est en up only, donc à mon avis, si la chart est en up only, il peut se passer des dingueries. Je ne dis pas il va se passer des dingueries. Je ne dis pas que je sais des choses parce que je ne sais rien du tout. La seule chose que je sais, c'est qu'on a eu un épisode, c'est Mantra. Et que moi, l'épisode Mantra, même si j'ai pas été touché, il m'a choqué. Donc, explication. Je pense que c'est utile de le comprendre. Mantra, comme très probablement énormément de projets en crypto, ils avaient une bonne partie du supply pour eux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des deals avec des market makers. Chaque deal est différent entre les market makers, mais le problème c'est que si tu fais confiance au mauvais market maker, il peut te niquer, il peut niquer ta communauté. Donc en l'occurrence, Mantra, ce qui s'est passé, c'est que ils ont vendu en OTC beaucoup de jetons, donc ils ont vendu en fait à des gens de la monnaie. En OTC, ça veut dire que ça ne s'est pas vendu directement sur les marchés, ça s'est vendu en dehors des carnets d'ordre, donc ça n'a pas créé de pression vendeuse. Avec l'argent récupéré contre la vente de ces jetons, ils les ont donnés à d'autres gens et ils leur ont dit vas-y achète mon token. Donc du coup la pression acheteuse elle a été un petit peu créée artificiellement, c'est-à-dire que c'est pas un pur élan communautaire qui a fait que le prix il a monté. D'accord. Et donc à un moment donné, bah, quand le prix il a commencé à baisser, il y a une grosse panique et ça a baissé à mort. Pourquoi je vous parle de cette histoire-là? Parce qu'il y a des jetons qui sont en up only en ce moment, alors que les gens sont bloqués. On a eu aussi des jetons qui ont eu des up only récents comme mouvement. Très probablement parce qu'il y a des market makers qui ont fait un travail extraordinaire pour débloquer des clauses pour le deal. Bah, d'ailleurs, on va faire une petite transition sur mouvement. Mouvement, c'est une folie ce qui s'est passé. Alors j'ai pas tout compris. Franchement, j'ai lu plein de trucs à ce sujet, mais la seule chose que j'ai bien compris, c'est qu'apparemment, ils ont confié une grosse partie du supply de jetons à une entreprise en pensant qu'elle bossait avec une autre entreprise, sauf que non. Ils ont signé un contrat qui indiquait que si le projet Mouvement montait à 5 milliards de valorisation, le market maker avait le droit de vendre. Et il se prenait de l'argent de son côté, et une partie des fondateurs, ce que j'ai compris, de mouvement, se prenait de l'argent aussi. Donc le market maker, ou l'entreprise, parce que je sais même pas si c'est un market maker, l'entreprise en fait s'est dépêchée de tabasser
de marketing avec ses partenaires pour que les gens se hype autour de mouvements en mode ouais, c'est un truc de ouf, fork dessus, Aptos, trop bien, narratif, modulaire, etc. Ils ont poussé le prix à mort. Ils ont réussi à pousser le prix au-dessus des 5 milliards, donc ils ont pu vendre, ils se sont mis très très bien. Et du coup, ça a énormément déçu la communauté parce que déjà d'une part, bah, ce deal il est un petit peu crado, et d'autre part, il y a la campagne Move Drop qui est une espèce de campagne airdrop qui ne fait que d'être décalée alors qu'il y a des gens qui se butent à la tâche. Il y a aucun projet qui se build sur cet écosystème, qu'on se le dise. Autant tout à l'heure je vous disais il n'y a pas de buzz sur Sui Aptos, mais alors sur Mouvement il y a zéro buzz. Donc les gens sont en mode ah bah d'accord, encore un projet qui est monté à des milliards de valorisation où il se passe peanuts. Donc l'accumulation de toutes ces choses fait qu'ils ont beaucoup déçu et qu'on n'a pas fini d'entendre parler des dramas. Ce qu'on sait également, c'est que le cofondateur Roshi, que j'aimais bien suivre d'ailleurs, Roshi, que je trouvais assez pertinent sur la partie fondamentale, se les joue un petit peu mythomane, visiblement. Là, je mets du conditionnel parce que quand il tweet, il reste convaincu qu'il n'a rien fait de mal. Et il nous a aussi fait un petit tweet avec un des fils de Trump et qu'en général, voilà, ça nourrit encore plus la théorie du complot qui est de se dire, bon voilà, si les mecs sont proches du pouvoir, ils se permettent des petites folies parce qu'ils savent très bien que ça leur donne un espèce de semi-totem d'immunité. Donc vous l'aurez compris, je suis malheureusement dans une situation où même si je vis des crypto-monnaies, je suis dans cet écosystème, je ne sais clairement pas tout. Je sais qu'il y a toutes sortes de magouilles pour faire pumper un jeton dans un premier temps, le faire dumper dans un second temps. Et de par les temps qui courent, ça fait toujours peur de voir une charte en up only, peu importe les fondamentaux, parce que potentiellement le up only, il n'est pas naturel, il est drivé par des market makers et toutes sortes de choses et qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Donc moi, Solayer, j'en ai. Je suis très content que ça monte. Pour le moment, le multiplicateur est très sympa si on reste à ces niveaux de prix là. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Qu'à chaque fois qu'un projet sort un jeton ou sort son mainnet, c'est la douche. Et dans la même logique, on a Peak, c'est pareil. Alors Peak, pour le coup, il y a un vrai produit, il y a un vrai L1, il y a des vrais trucs qui se construisent par-dessus. Mais c'est un petit peu déçu. Et tu vois, Peak, ça a listé très rapidement entre 10 et 40 centimes day one. Puis ça a baissé jusqu'à 20 centimes, voilà. On est monté jusqu'à 70 centimes. Les gens étaient très contents. Et depuis, ça fait que fondre comme le sucre. Comment tu montes à autant de capitalisation? On me dit pour Mantra, bah c'est très simple. Quand tu fais des événements crypto, bah là comme Token 2049, parle avec les gens et demande-leur qu'est-ce qu'ils font. Et ça a été mon cas cette semaine. Il y en a qui me disent, moi je suis un market maker, alors je suis proche de market maker. Donc tu as les gens dans le boulot, c'est de connecter des exchanges, des market makers, des agences de marketing, tout. Avant le lancement du jeton et au lancement du jeton, les gens soient hypés à mort. Il y a une espèce d'entente de marché, c'est-à-dire que l'exchange va lister extrêmement haut. Les market makers vont faire le nécessaire pour que les premières heures, les premiers jours de listing, le prix il fonde pas trop. Donc il va essayer de maintenir une tranche haute et une tranche basse, en gros une résistance, un support au niveau du prix, pour qu'il y ait un niveau d'acceptation qui se fasse au niveau du prix. Et ensuite, en fonction des magouilles qui vont être faites, et il y aura potentiellement une sorte de pression acheteuse artificielle, mais pas de pression vendeuse en face. Donc c'est une sorte de fake it until you make it. C'est comme ça que ça s'est passé visiblement sur Mantra, et c'est comme ça que ça se passe très probablement sur une grosse quantité de jetons, parce qu'encore une fois, si le jeton il monte, les gens sont contents, l'écosystème se crée. Si le jeton il baisse, les gens sont pas contents. Solana a profité à l'époque de FTX et de Alameda Research. Dans le même temps, ils ont build. Aujourd'hui, il n'y a plus FTX et Alameda Research. Mais ils ont réussi à passer leur baptême du feu et à survivre, bien joué à eux. Mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a trop de projets. Oui, mais comme d'hab. C'est juste qu'en bull market, c'est pas un problème qu'il y ait trop de projets. Tant que les prix montent. Et dès que ça passe un peu à billard, bah là les gens se plaignent, etc. Mais ça a toujours été comme ça le marché des cryptos, tu sais. Avant c'était les forks de Bitcoin, les ICO, puis ça a été les NFT, puis ça a été les agents IA. Ça s'arrête jamais. T'as acheté les trucs en private? Non. Dernière en date Solayer et puis après j'ai stop. Et j'ai été très déçu de pas mal de projets, notamment parce que justement, les gens se disent ouais les gars ils rentrent en private sale, c'est free money, ils font des multiplicateurs de fou. Sur ce cycle là, sur les 18 derniers mois, 24 derniers mois, faut être très picky sur les projets dans lesquels tu rentres et surtout bien se renseigner à quel round tu rentres. Parce que si tu rentres en pré-seed ou en seed, en gros dans les premiers rounds, ça va. Parce que c'est toi qui as eu un coût d'acquisition le plus bas. Mais si tu rentres dans un KOL round, série A, série B, comme on a pu le voir tout à l'heure, par exemple... on va prendre un exemple, tiens. Nier Protocol. Je pense que c'est un bête d'exemple. Si tu as la chance de faire partie des heureux élus qui ont pu rentrer en seed, en pré-seed ou en strategic round, si tu as pu participer à CoinList, parce qu'il me semble qu'il y avait une ICE sur CoinList, voilà,
tu as pu rentrer bas. Mais si malheureusement tu fais partie des gens qui rentrent dans les nouveaux rounds, tu rentres beaucoup plus haut. Donc tu te bats contre des gens qui ont fait un multiplicateur nettement supérieur à toi. Donc la première chose à prendre en considération, c'est évidemment à quelle valorisation tu montes, tu rentres. Si tu rentres à 120 ou 300 ou 500 millions ou 1 milliard de valorisation, c'est difficile de monter à 5 milliards ou 10 milliards pour l'avoir ton multiplicateur. Ça l'est encore plus pour le retail évidemment. Mais ça l'est pour le retail, mais ça l'est aussi pour le VC. Donc moi, c'est ça que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est que si tu es dans la position du VC ou de rentrer dans une public sale, démerde-toi pour rentrer dans les valos les plus basses. Et si la valo, elle est même pas publique, c'est que ça sent le sapin. C'est que potentiellement, les gars, ils sont rentrés à 40 millions ou 20 millions de valos. Ça va lister à 1 milliard de valos. Les gars, ils sont en x50 sur ta tête et ils vont te dumper à la gueule. Ils vont te dumper à la gueule parce que suffit qu'ils soient un tout petit peu liquides. Même si ils sont bloqués au niveau de leur bag qu'ils ont acheté en tant que VC, ils peuvent shorter le jeton sur les exchanges centralisés ou les exchanges décentralisés pour se hedger. Donc en fait, à partir du moment où ils ont pu rentrer à une certaine valorisation, qu'ils ont leur multiplicateur et qui short pour se hedger, le multiplicateur virtuellement il est fait. Donc c'est pas à la portée de tous, hein. Il faut du capital pour se hedger. Tu peux pas te hedger sans capital, ça c'est important de le savoir aussi. Mais il y a des gens qui sont très bien équipés pour ça. Prioriser des jetons qui n'ont pas de VC ou alors qui ont fait des rounds publics et qui n'ont pas créé une distorsion de prix entre les premiers rounds et les suivants. Voilà ce qu'il faut retenir. Ouais, les NFT, c'est à la cave, complet. C'est quoi le mieux entre Substrate, Cosmos SDK et Hyper SDK? Ça dépend ce que tu veux faire. Hyper SDK, je sais même pas si tu peux t'en resservir. Substrate, je pense que c'est une galère. Cosmos SDK, c'est bien, mais t'as pas des performances absolues. Moi, je pense sincèrement que si je devais créer une blockchain, je forkerais Aptos. Ou alors je partirais sur un fork de Rust EVM, là, le client d'exécution de Paradigm, et je ferai comme ce que font Mega ETH. D'ailleurs, on en voit plein, hein, des projets comme ça. Alors, je suis désolé, je pars un petit peu dans tous les sens. Il y a du fonda, il y a de l'actu, ça va être une longue émission d'ailleurs. J'espère que ça vous plaît. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? BitTensor, oui, je sais, mais BitTensor n'a pas un besoin de performance extrême. Avail, ça buzz pas. Et Starknet, Madara utilisait Substrate, mais ils ont dégagé complètement Substrate de Madara. Je crois qu'ils ont tout recodé. Merci, ça fait 1h11. Donc on résume, qu'est-ce qu'on a pris ensemble aujourd'hui? Du côté des VC, c'est pas un ticket absolu pour faire un multiplicateur. Ça peut être une opportunité, mais tu peux aussi être l'exit liquidity d'un autre VC. Donc tu as plutôt intérêt d'être là très tôt ou de connaître les créateurs du projet pour potentiellement te négocier une capitalisation plus basse. Il n'est clairement pas à la portée de tout. Comment être proche des projets? Être sur les Discord, les Telegram, les rencontrer dans des événements, participer à la modération, bref, te rapprocher d'eux et c'est à la négociation. À la fin, c'est à la négociation. Quel projet du cycle précédent t'aimerais voir renaître? Et le mec, non, j'ai pas spécialement d'idée en tête. Starknet, je sais que c'est béton niveau fonda, mais le jeton il me fait un peu caguer. Un avis sur le TGE de Superseed? Non, j'ai pas du tout suivi, donc j'ai pas d'avis. Note crypto, MetaTest, Arcrider, non. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, voilà, tiens, un dernier exemple. Non. Parfait exemple. Il y a des gens qui sont rentrés il y a 2 ans, probablement à quelques centaines de millions de valos. Et puis il y a eu d'autres rounds et eux qui sont rentrés à 1,8 milliard de valos, en fait, ils se font totalement dézinguer, quoi. Là, scroll, je sais même pas combien il est. Pour retomber sur tes pieds, bonne chance. Hein. La valo, faut pas regarder market cap d'ailleurs, hein, faut bien regarder FDV. Voilà, 300 millions. Bon bah, dis-toi, voilà, 300 millions quasiment de valo, ils ont divisé par 6. C'est-à-dire que là, c'est des VC, et c'est pas n'importe quel VC, hein. Polychain, USG, machin, c'est pas n'importe qui, c'est quand même des VC assez importants. Ils sont divisés par 6, et en plus, je suis sûr qu'ils sont encore bloqués sur leur bac. Être en spot, c'est bien aussi. Tu peux avoir des belles opportunités en VC, mais c'est pas magique. Et je vous passe aussi les deals en VC où potentiellement, il y a des petites clauses dans le contrat pour vous sortir du contrat parce que vous n'avez pas respecté tel truc ou ils ont décidé que ça se traînera en justice ou machin. Un contrat ne t'assure pas de recevoir tous tes jetons. Donc des fois, t'es bien en spot aussi. Allez, on continue. Évidemment, merci beaucoup à Bitpanda de sponsoriser l'émission Masterclass chaque semaine. Bitpanda qui est une plateforme qui vous permet d'acheter, de vendre et de gérer vos crypto-monnaies d'une part, mais qui vous permet aussi d'acheter des actions, qui vous permet d'investir dans les métaux précieux, dans les indices et toutes sortes d'autres produits. Donc c'est un produit all-in-one et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais vous montrer Bitpanda pendant que je suis à Dubaï, la plateforme ne veut pas charger. C'est terrible ça. Désolé Bitpanda, du coup, je me fais bloquer par Dubaï. Ah, c'est peut-être mon bloc. Ah voilà. Parfait. Bonus en doge. Voilà, donc comme je le disais, investissement en crypto-monnaie, en actions, en ETF, en indice. Il y a une plateforme
simple pour gérer vos cryptos. Il y a une plateforme de trading avancée, la possibilité de faire des leviers si ça vous intéresse. Voilà, je le glisse rapidos. Et Bitpanda qui est notre partenaire de confiance depuis plus d'un an maintenant. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'on bosse bien comme il faut ensemble. On fait souvent des concours avec eux. On vous a fait gagner des passes pour le PSG pour aller voir des matchs. Et si jamais, je vous laisse à chaque fois dans la description sur YouTube un petit tuto pour apprendre à utiliser la plateforme Bitpanda fait par notre ami Aigri. Hop, quelques secondes que ça charge en espérant que ça charge. Mais vous voyez, c'est pour ça que je voulais pas streamer sur YouTube parce que ma co elle est totalement aléatoire. Voilà, donc vous avez le tuto pour vous créer un compte sur Bitpanda, déposer des fonds dessus ou alors acheter des cryptos par carte bancaire ou par virement bancaire. On vous explique aussi comment acheter des actions, etc. Comment va Aigri d'ailleurs? Bah écoutez, Aigri va très bien. Émission full team avec grand plaisir, bien sûr. C'est juste que là on était un petit peu décalé. Vous voyez, Picsou il n'était pas forcément dispo, il voulait pas vous faire un live à l'arrache. Mais on va reprendre ça bien comme il faut. D'ailleurs, il vous a préparé pas mal de vidéos et on a une vidéo sur Solayer qui devrait arriver bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne de Coin Academy. Je me permets de vous mettre le lien dans le chat. Et si vous nous écoutez sur YouTube, bah, si vous n'êtes pas abonné, il va falloir le faire. Voilà. Donc on reprend de l'activité. Je devais vous faire une émission la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai toujours les notes fondamentales hebdo. On fera une émission de rattrapage dans la semaine, promis. C'est que j'avais des bugs de réseau. Donc je ne pouvais pas vous faire une émission correcte. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes notes? On continue. Je vous remets encore pour Aptos, vous voyez le graphique qui compare les différents choix de moteurs de consensus. Shoal++ et Aptos, c'est les anciens moteurs d'Aptos. Mysticity, c'est le dernier moteur en date. Et vous voyez que dès qu'on commence à avoir une grosse capacité de transaction, la latence, elle monte. Mais sur le nouveau moteur Raptor, eh ben, jusqu'à 200 000, même 250 000 transactions par seconde, la latence reste extrêmement basse. On a également NIR Protocol qui continue d'appliquer des mises à jour sur son protocole pour devenir un petit peu une sorte de layer 0 qui va vous permettre d'interagir avec les différentes blockchains. Et là, en l'occurrence, il nous annonce la possibilité d'interagir avec de nombreux écosystèmes comme Solana, Ton, Sui, Aptos et Stellar. Le but étant de faire des wallets ou des applications. Vous avez un seul compte qui interagit avec toutes les chaînes pour faire de l'abstraction de chaîne. Pourquoi ils font ça? Parce que dans le même temps, ils avancent sur le développement d'agents IA et le but, ce sera probablement de proposer une boîte à outils qui vous permettra d'automatiser des tâches sur de multiples blockchains en utilisant l'intelligence artificielle, puisque les créateurs de NIR Protocol sont des cracks en intelligence artificielle. Ça, il ne faut pas l'oublier. Comme je vous le disais plus tôt, WorldCoin, donc le projet World du créateur d'OpenAI, fait un partenariat avec Tinder. Donc on va avoir de plus en plus d'applications de rencontres qui pourraient exploiter la technologie de World pour lutter contre les faux profils, les robots, le Sibyl, les fraudes, etc. Ensuite, j'ai découvert CompareNodes. Alors ça, voilà, je voulais vous en parler. Trop bien ça. J'aimerais vous faire un tuto à ce sujet-là. Alors CompareNodes, c'est un site qui vous répertorie les serveurs RPC avec les latences les plus basses. Alors qu'est-ce que c'est un serveur RPC? En fait, c'est un serveur intermédiaire qui sert d'interface entre vous et la blockchain. Par exemple, quand vous voulez interagir avec Ethereum pour obtenir une information, comme par exemple le solde sur un wallet, etc., vous faites une requête en passant par un serveur RPC ou en faisant la requête vous-même directement. Mais en général, vous ne faites pas la requête directement, vous passez par un serveur RPC. Excusez-moi. Quand vous utilisez un wallet comme MetaMask, par défaut, c'est les serveurs RPC d'Infura qui sont utilisés. Et vous pouvez voir qu'en moyenne, une requête met à peu près 127 millisecondes à être exécutée. Et bien Validation Cloud, qui sont numéro 1, eux, ils vous permettent d'effectuer des requêtes beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un Français. J'ai été invité cette semaine à un petit brunch DYDX avec pas mal de validateurs, de gens qui gèrent des serveurs et tout. C'était grave cool. Et j'ai rencontré un Français qui bosse pour Validation Cloud. Je vais essayer de l'avoir en interview. Donc Validation Cloud, justement, ils se sont spécialisés dans des serveurs RPC avec les latences les plus basses. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, c'est un benchmark qui compare 5 boîtes. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde. Il y a peut-être d'autres boîtes qui ont des performances équivalentes. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'Alchemy et Infura sont loin derrière. Donc il y a une latence globale, mais vous avez aussi des latences par zone, comme l'Amérique du Nord. Validation Cloud est toujours devant. Amérique du Sud, Middle East and Africa. Donc du coup, l'intérêt, c'est quoi? C'est que si vous développez une application, ou alors que vous faites de l'arbitrage, du trading, bref, que vous avez besoin d'interagir le plus vite possible avec la blockchain et que chaque milliseconde compte, vous avez tout intérêt à passer par ce type de service-là. Donc moi, ce que j'aimerais tester, c'est de changer la configuration de mon wallet Rabi ou MetaMask pour pouvoir mettre en place Validation Cloud à la place.
et voir si c'est beaucoup plus rapide. Et dans la même lignée, je vais essayer de vous retrouver un tweet. Parce qu'à chaque fois, on parle toujours de transactions par seconde, de finalité des transactions, de block time pour les blockchains, mais on ne parle jamais en fait de la vraie latence. Et ça, c'était un tweet de Backpack, donc un wallet, hein, qui se compare avec les wallets Jupiter, Phantom et Solflare. Et regardez, dans les 4 cas, on fait la même transaction. Par contre, les optimisations au niveau du wallet et probablement du serveur RPC qui est derrière ne sont pas les mêmes. Eh bien, regardez la vitesse d'exécution. Et forcément, c'est beaucoup plus agréable d'avoir... c'est beaucoup plus agréable d'avoir un wallet qui réagit beaucoup plus vite, que ce soit sur mobile ou sur PC. Voilà, donc c'est un bon complément de la vitesse de la blockchain pure et dure. Je crois qu'il y a un débat qui se fait dans le chat. Allez, je continue. Pour Retail Network, on a regardé tout à l'heure, donc ça c'est bon. Ensuite, on a DYDX qui continue de faire des partenariats stratégiques. Et là, en l'occurrence, on a une interface qui s'appelle It's a Trade, qui est une interface non officielle, si on peut dire ça comme ça, qui vous permet d'interagir avec le protocole DYDX. Quel intérêt? Bah, comme ça, si jamais il y a une attaque, si jamais il y a un blocage, comme on a pu le voir par exemple là, si je veux aller sur DYDX Trade, depuis mon hôtel, j'ai l'opérateur internet de mon hôtel qui m'empêche de le faire. Donc je suis obligé de passer par un VPN. Mais si je passe par It's a Trade, c'est pas bloqué par mon hôtel, donc je peux y avoir accès. Donc là en l'occurrence, c'est bien d'avoir des interfaces alternatives. Donc je ne sais pas si le produit est encore fonctionnel. Je crois qu'il est encore en cours de maintenance, mais c'est une plutôt bonne nouvelle. Et ce que je m'attends à voir aussi avec DYDX et Hyperliquid, c'est de plus en plus de wallets ou de protocoles ou applications qui vont vous proposer du trading. Sauf qu'en fait, ils vont pas gérer les liquidités, ils vont pas gérer toute la stack technique, liquidité, etc. Ils vont passer par DYDX et ils vont proposer des produits en marque blanche en prenant une petite commission par-dessus. Ce qui fait que forcément, que ce soit DYDX ou Hyperliquid, ça va leur permettre d'augmenter leur flux financier. C'est quoi une attaque sandwich? Une attaque sandwich, c'est dans l'organisation des blocs, tu peux choisir à quel moment tu positionnes telle ou telle transaction dans un bloc et tu vas essayer de positionner ta transaction avant celle de ta victime, puis celle de ta victime après, de sorte à pouvoir acheter un actif avant ta victime et la vendre après et empocher la petite différence en termes de prix. Donc, de manière détournée, prendre une commission sur sa gueule en fait. Donc un serveur RPC, c'est pas une attaque sandwich, non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Artemis, j'aime bien regarder ça. Là, j'aime trop les arguments d'autorité dans le chat. On peut voir que les volumes de trading ont baissé sur Hyperliquid. Alors, c'est ce que dit Artemis. Peut-être que c'est parce que justement Artemis, ils ont pas toutes les données. Mais en tout cas, on a DYDX qui reprend le lead et Hyperliquid qui baisse. Ce qui est assez étrange. Alors, autant DYDX, je peux comprendre d'une certaine façon parce qu'en ce moment, il y a leur campagne DYDX Surge qui permet de toucher des récompenses en DYDX alors que l'airdrop Hyperliquid on sait pas quand est-ce qu'il va tomber, mais le fait qu'il y a un gros décalage comme ça je ne le comprends pas. Vous voyez, on a une baisse de 99%, c'est bizarre. On va demander à Picsou parce que lui il a le nez dedans toute la journée. Mais en tout cas, si jamais je le replace parce que j'ai bien travaillé là-dessus, j'ai fait un article et une vidéo qui explique toute la roadmap de DYDX et un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème Cosmos aussi. Je parle notamment de la campagne incitative avec des DYDX à gagner si vous tradez là-bas. Donc n'hésitez pas à le lire, je vous le mets dans le chat et vous pouvez le retrouver facilement sur Coin Academy. Cela va vous permettre de vous tenir à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème Cosmos et DYDX. Voilà. On a aussi d'ailleurs, toujours dans la même lignée, je crois que je l'ai mis dans mes notes d'ailleurs. Est-ce que je l'ai pas noté là, je l'ai noté. Oui, on a les buybacks sur DYDX qui ont commencé. Vous savez, je vous avais annoncé que DYDX, comme sur Jupiter, comme sur Hyperliquid, allait utiliser une partie de ses revenus pour racheter du jeton DYDX. Et bien, ils ont enfin commencé à le faire. Donc, ils n'ont pas acheté une énorme quicheta, hein. Ils ont acheté 146 000 jetons, ça fait un peu moins de 5 000 $, mais ça commence à se faire. Et normalement, prochainement, vous aurez un tableau de bord qui vous permettra de suivre précisément à quelle fréquence se font les buybacks, en sachant que les buybacks sont répartis dans le mois. Ils font pas un gros achat d'un coup, ils font des petits achats petit à petit sur les exchanges centralisés. Comment ça, rien à voir, les serveurs PC, c'est plus rapide, plus ça facilite l'attaque? Non, donc il faut un bon RPC pour exécuter l'attaque. Oui, il faut un RPC pour exécuter l'attaque, mais un RPC, c'est pas une attaque sandwich. C'est comme... Enfin, c'est pas une attaque sandwich, un RPC. Ça peut aider à faire une attaque sandwich, mais c'est pas une attaque. Dans mes notes... Là. Ensuite, Rise Chain, alors... Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un concurrent de MegaETH qui est un petit peu dans la même logique, hein. C'est un rollup optimiste qui est aussi un fork de Rust ETH
mais qui va utiliser Celestia pour la DA au lieu de Degen DA, qui propose à ses validateurs du matériel beaucoup moins puissant, donc qui facilitera un petit peu la décentralisation, et qui veut proposer des performances similaires, voire meilleures. Vous voyez, donc là, ça annonce du 5 millisecondes avec même des préconfirmations à 1 milliseconde, donc ça va être intéressant à surveiller, puisque tous les projecteurs sont sur Mega ETH, peut-être que Rise va pouvoir s'en sortir. Et j'avais vu ce petit tweet, justement, avec le tableau. Alors, petite astuce, les gars, parce qu'on est là aussi pour faire croquer de l'astuce si vous êtes créateur de contenu ou quoi. Regardez, je dégaine mon chat GPT, je lui demande de prendre un screenshot. Hop, peux-tu reporter le tableau? Regardez ce qu'il va faire. Il regarde mon screenshot, il me le place dans un tableau, je copie le tableau et je peux le mettre sur mon blog ou sur mon Notion. Et comme ça, au lieu de taper à la main, quand même beaucoup plus pratique de travailler comme ça. Donc franchement, le petit chat GPT Windows, il est Gucci. Ensuite, on a Soon, dont je vous avais déjà parlé. Je crois que j'ai encore mis un lien de merde. Pas grave, on va ouvrir l'article. Soon, qui est en fait un concurrent de Mega ETH sur la machine virtuelle de Solana. Ça s'écrit comme ça, Soon Network. Le chat GPT sait analyser des vidéos YouTube pour en faire des résumés. Hein. Je te montre. Coin Academy. Désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est un peu la bonne franquette. Tu prends par exemple la vidéo airdrop. Ouais, c'est pas la meilleure analyse. On va prendre une vidéo analyse fondamentale. Petite vidéo analyse fondamentale de notre très cher Aigri. Tu prends le lien. Que dois-je retenir de cette vidéo au sujet d'AAV? Résume en 5 points clés. Tu pètes le lien, internet, ça part. Alors moi j'ai l'offre payante. Hein. Ah bah tiens, alors là il me dit que ça marche pas. Il me dit que ça marche pas alors que je l'ai utilisé l'autre jour et ça marchait. Donc je sais pas dans quel contexte ça marche et dans quel contexte ça ne marche pas. Bon. Et bah, je me suis fait avoir. J'ai réussi à le faire marcher l'autre fois. Donc, Soon Network, concurrent de Mega ETH avec la machine virtuelle de Solana. Donc, c'est la même logique. On met une machine virtuelle. On se rapproche un petit peu de la philosophie d'Optimism où tout le monde peut créer son roll-up, etc. Et comme, bah, justement, ça annonce des grands 30 000 transactions par seconde ou 100 000 ou je sais pas quoi. Avant, ça a annoncé du 400 000. Maintenant, ça annonce du 30 000. C'est bien, ils ont arrêté les mythos. Eh bien, ils sont obligés de poster une grosse partie des données, non pas sur Ethereum, mais sur des alt DA beaucoup plus performantes, comme celle de Celestia ou celle d'Eigen DA. Donc, eux, je crois qu'ils bossent avec Eigen DA, la DA d'Eigen Layer, et ils ont fait un partenariat stratégique avec Base, c'est-à-dire que Base, vous le savez, c'est un Layer 2 d'Ethereum, qui utilise la machine virtuelle EVM d'Ethereum. Et bien, Soon Base, c'est un Layer 3 au-dessus de Base, qui cette fois utilise la machine virtuelle de Solana, et qui se partage, de ce que je comprends, l'écosystème et les liquidités avec le Layer 2 de Base. Ce qui fait que Base, par ce biais, fonctionne avec le VM et fonctionne avec la machine virtuelle de Solana. Donc ils vont pouvoir peut-être croquer un petit peu du buzz de Solana chez eux. Donc ça va être intéressant à surveiller. C'est en mainnet, hein, c'est sorti. Et vous avez toutes les network infos qui sont ici. Donc après, pour suivre l'écosystème, pour se faire regarder l'Explorer, faut regarder un petit peu Twitter, etc. Ensuite, dans les actus chaudes, on a Google qui intègre la technologie ZK dans son wallet. Cette innovation permet aux utilisateurs de prouver leur âge sans révéler d'autres informations personnelles. Par exemple, l'application de rencontre Bumble utilisera ce système pour vérifier l'âge des utilisateurs tout en préservant leur vie privée. Et ensuite, on a le gouvernement d'Arizona qui a bloqué le projet de réserve en crypto. Parce que c'est pas bien. Voilà. Avant d'enchaîner sur les actualités, parce que je vous ai pas encore fait le Coin Hebdo, je voulais parler avec vous de GTA 6. Pourquoi je parlais avec vous de GTA 6 ? Je vais vous le dire, mais avant de vous le dire, je vais vous poser une question le chat. On va mettre le chat tout de suite. Est-ce que vous attendez GTA 6 ? Est-ce que vous êtes gamer et est-ce que vous attendez GTA 6 ? Vous dormez dans le chat. Allez, répondez vite. Bon, on a quand même pas mal de oui. Je sors le premier flop du studio. Ah, ça, c'est l'aigreur à la française. GTA 6, qui pouvait potentiellement sortir en septembre cette année, a été reporté à l'année prochaine. Et d'ailleurs, il a été reporté à l'année prochaine sur console. Ça se trouve, la version PC sortira encore plus tard. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que GTA 6 est attendu un peu comme le Messi. Hein, à chaque fois, les jeux Rockstar, que ce soit GTA ou Red Dead Redemption, c'est toujours un carton plein, c'est des jeux qui sont bien travaillés. Et j'ai pu constater pendant le Token 2049, la conférence, qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient GTA 6 pour dire que ça relancerait le narratif du Gaming Web 3 et que Rockstar pourrait faire des intégrations crypto dans GTA 6. Donc je vais vous donner mon avis sur le sujet. Mon avis sur le sujet, c'est que oui, les gens vont spéculer sur le narratif Web 3 en amont, parce que c'est plus fort qu'eux et qu'il faut toujours spéculer sur quelque chose. Ce que je pense du narratif Web 3, c'est qu'il est décevant. Donc je vous dis ça en tant qu'ambassadeur Ultra. Moi, Ultra, j'aime la vision, mais force est de constater que ce soit sur Ultra ou ailleurs, hein, d'ailleurs, c'est très décevant. Les jeux sont très décevants, les studios sont décevants, les performances des tokens sont décevantes.
Voilà, pour le moment en tout cas, peut-être qu'on aura des nouveautés qui changeront les choses, mais voilà, tout est extrêmement décevant. Comme c'est très décevant, on va pouvoir enchaîner sur le risque réputationnel. Une métrique qui est extrêmement importante quand tu veux lever de l'argent ou quand tu veux maintenir tes investisseurs, vendre des produits, etc. Donc, on va commencer par cette petite actu. Par exemple, on apprend qu'Arbitrum a rompu un potentiel partenariat avec Nvidia parce que justement, Nvidia a dit à Arbitrum, moi je suis ok de faire le partenariat avec vous, mais quand vous êtes lié aux cryptos, si vous pouvez éviter de mentionner notre nom, pas ouf. Et Nvidia a commencé à dire à ses partenaires et dans sa communication, nous les cryptos, c'est pas la première fois qu'Nvidia le fait. À l'époque du mining, ils vendaient des cartes graphiques à des mineurs à plus savoir quoi en faire, tout en ayant une communication pour dire à nous les mineurs, ils nous emmerdent, nous on aime les gamers, etc. Là en ce moment, ben, forcément, les performances dans la crypto sont pas au rendez-vous, donc Nvidia cherche à ne pas lier son identité avec les cryptos. Et ben j'attends la même chose de Rockstar avec GTA. Pourquoi Rockstar et Take-Two du coup iraient s'emmerder à faire de la crypto alors qu'ils ont tout à y perdre et quasiment rien à y gagner? Parce que vous allez me dire oui, mais avec la crypto, ils peuvent vendre des skins, tout ça ils peuvent le faire sans crypto. Ils peuvent garder le contrôle, ils peuvent éviter de rentrer dans des histoires de blanchiment d'argent, de jetons qui vont à zéro, etc. Pour moi, Rockstar n'a absolument aucun intérêt à se lancer dans les cryptos. Voilà. Donc, oui, à court terme, je m'attends à ce que les gens spéculent sur le narrative gaming Web3 à l'arrivée de GTA 6. Par contre, ça va dump aussitôt parce que dans aucun monde, il va se passer quelque chose. Il y aura des initiatives communautaires pour faire du modding et mettre de la crypto par-dessus. Mais je m'attends à ce que Rockstar les chasse. Et d'ailleurs, niveau chasse, Rockstar, ils sont très bons parce que, bon là c'est la petite parenthèse gaming, hein. 5M, qui est l'outil qui sert principalement à modder GTA 4 et GTA 5, à la base, c'est une équipe à part, c'est pas l'équipe Rockstar, mais 5M a été racheté par Rockstar parce que Rockstar cherche à garder la main mise sur le modding. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que aujourd'hui, on le voit dans le monde de l'émulation, dans le monde du modding, dans le monde du hacking, etc. La communauté est capable de nous prouver qu'ils sont bien meilleurs que les studios de jeux vidéo à faire des remakes HD, à mettre du ray tracing, à booster les performances, etc. Pourquoi je pense que GTA 6 a été reporté? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a eu le boom de l'IA et que je pense que Rockstar mise sur l'intelligence artificielle pour créer des nouvelles expériences liées à l'intelligence artificielle dans son jeu et que peut-être que ça met plus de temps que prévu. Et secondo, Rockstar voit très bien que les modeurs de GTA sont beaucoup plus efficaces qu'eux pour faire des belles bagnoles, faire des belles expériences, des belles textures, mettre un mode à la première personne, bref, ils en mettent une vitesse. Donc je pense qu'ils ont recruté 5M pour déjà interner cette expertise, mais aussi envoyer un message aux autres modeurs qui sont vous pouvez faire du modding, mais y allez pas trop fort parce que sinon on vous envoie un courrier, on vous demande de tout arrêter parce que nous ça nous met dans la merde en fait. Et après il y a la fameuse théorie de Expedition 33, le jeu qui est sorti récemment, qui est un jeu made in France, fait par des anciens développeurs du studio Ubisoft qui ont vendu un jeu qui fait carton plein. Voilà. Le jeu cartonne, je l'ai pas encore testé, il faut que je le teste. Il a l'air excellent, en plus il est moins cher que la moyenne. Voilà, bref. Donc du coup, ça va être le jeu de l'année. Et que si GTA 6 se loupe et qu'ils sont pas le jeu de l'année, l'action en bourse va s'écrabouiller. Donc toutes ces choses font que GTA 6 n'avait pas d'intérêt à sortir cette année. Reprenons les actus. Voilà, bon mouvement, je vous en ai parlé. On a MicroStrategy, enfin maintenant ça s'appelle Stratégie, qui continue d'acheter des bitcoins, de lever de fonds, d'acheter des bitcoins. C'est une folie. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'ils ont plus de 550 000 bitcoins sous gestion, acquis pour une moyenne de 38 milliards de dollars, et la valeur actuelle est estimée à 53 milliards de dollars, donc ils ont fait un beau profit là-dessus. Grosse couille de la part de MicroStrategy, encore une fois. Mastercard qui continue de faire du business autour des cryptos, donc là ils ont annoncé des partenariats clés avec OKEx, Circle, Metamask, etc. En gros, ils vont se servir des stablecoins et des cryptos comme des infrastructures crypto pour faciliter les paiements transfrontaliers parce qu'il y a un énorme marché là-dessus. Puisqu'on l'a vu, hein, le marché des paiements transfrontaliers avec SEPA, Swift et compagnie, c'est pas trop ça, surtout depuis la situation avec la Russie, de ce que je comprends. Voilà. Donc proposer une alternative neutre et prendre des commissions, ils ont tout intérêt à le faire. On sait aussi que Circle veut lancer un protocole de paiement transfrontalier, donc je pense qu'ils vont faire des partenariats avec Mastercard. De ce que je comprends, ils ont mis en place un espèce de système qui est un peu plus en phase avec la loi, où en fait ils tokenisent de la monnaie électronique, où ils tokenisent le droit
de dépenser de l'argent, de router une transaction, etc. C'est assez complexe. Donc en fait, ils exploitent la technologie NFT d'une certaine façon, la tokenisation, et ils exploitent la blockchain pour pouvoir faciliter les paiements et baisser les coûts. Le patron de Celsius qui prend 20 ans, l'ami Machinki qui a voulu se casser en Israël, s'est fait attraper à l'aéroport. Pas de chance frérot, il nous a bien menti cet enculé. Pas de chance, voilà, je me permets d'être un petit peu salty, mais là on est quand même sur un gros fils de timpe, hein. Faut dire les termes. Ouais les gars, fuck les banques, nous on est dans les cryptos, mettez les billes chez nous, on vous propose un taux d'intérêt à 10-15% à l'année. Du coup bah t'avais plein de youtubeurs qui ont fait des partenariats avec eux, des twitchers aussi pour mettre leur lien d'affiliation. Évidemment que je comprends hein, d'une certaine façon, la finalité on la connaît. Dès que le marché il a commencé à se péter la gueule, ils se sont écrabouillés. Mais là où c'est particulièrement un trou de balle, lui, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire « Oh mais nous on fait du fric, ça va bien, ça va bien ». En même temps, il décaissait comme un porc ton fric pour justement se casser et changer d'identité. Apparemment, on parle quand même de 48 millions de dollars hein, de décaissés, avec plus de 200 victimes qui ont témoigné. Et il s'est fait attraper avant... Il a voulu nous faire une Marco Mouli, le Kouz. Et c'est raté. Désolé, Kouz. Allez, on continue. La néobank Bunk entre dans l'arène crypto. Donc, je connaissais pas Bunk. Bunk, c'est une néobank. C'est la deuxième plus grosse néobank après Revolut. Et on parle de 12,5 millions d'utilisateurs. Et ben, ils se mettent enfin en crypto et ils bossent avec Kraken pour le faire. Donc, ils permettent à leurs clients d'accéder jusqu'à 300 actifs numériques. Alors, j'ai pas plus de détails. Est-ce que c'est vraiment des cryptos? Est-ce que tu peux vraiment déposer et retirer? Ou alors, est-ce que c'est des produits dérivés? Je ne sais pas, mais étant donné qu'il faut un partenariat avec Kraken, j'imagine qu'ils ont vraiment les liquidités. Donc, bah, ça fait venir beaucoup plus d'utilisateurs dans cet écosystème. Voilà. Et pour ceux qui veulent avoir accès à mon document avec toutes les analyses fondamentales, maintenant, je le place dans le Coin Hebdo. Donc, vous avez les liens en description pour ceux qui nous écoutent sur YouTube. Et voilà. Au moins 1 million de faux comptes. Oui, après, tu sais, les services de paiement ou les réseaux sociaux, tout le monde trafique un petit peu le nombre de comptes, mais c'est pas très important parce que ça a quand même beaucoup de réseaux. Voilà pour les actualités. Beaucoup de choses. On n'a pas parlé du kidnapping crypto de cette semaine. Absolument terrifiant ce qui s'est passé. On a encore une personne qui s'est fait kidnapper. Alors en l'occurrence, c'est un entrepreneur crypto à Malte qui a vu son père se faire enlever. Ils ont sectionné le doigt de son père. Donc ils ont fait la même chose qu'avec David Ballan de Ledger. Et de ce que j'ai compris par le biais de Grégory Raymond, on commence à avoir une méta serial kidnapper. Donc c'est très chaud. Déjà, ce qui est chaud, c'est qu'il ne s'attaque pas à la victime, il s'attaque aux proches de la victime. Soit la femme, soit le père, ça se fait très souvent. Et apparemment, le mode opératoire, ce sont des gens qui recrutent des gamins, enfin des gens qui ont moins de 30 ans, voilà, qui ont entre 18 et 30 ans, qui leur propose quelques milliers d'euros pour s'associer avec d'autres personnes et monter un coup. Et à chaque fois, ça se passe d'une façon ou d'une autre, le kidnapping. À chaque fois, ils sont attrapés d'ailleurs, visiblement. Mais ils y vont, ils tentent. Cette fois, ils ont demandé entre 5 et 7 millions d'euros. Donc, il va falloir que les services secrets français s'équipent. Clairement, la France a... Enfin, comment dire ? La police a très bien réagi. Ils ont réussi en 2 jours à sauver la personne. Mais il y a un doigt qui a sauté. Je pense que c'est un traumatisme dont tu ne te défais jamais. Et surtout, ça envoie un signal aux entrepreneurs français qui ne sont pas encore partis, qui est cassez-vous et emmenez votre famille avec vous. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très chaud. Ouais, ça ressemble un peu à l'affaire Tuffer. C'est un gars connu. J'ai pas le nom de la personne. Je sais juste que c'est, parce que c'est public, c'est une personne qui est liée au monde du poker et à la crypto, qui a été victime. Enfin, le père de cette personne. Voilà. Proactif, il n'y a pas grand chose. Ça risque de devenir une mode. Ouais. Donc voilà, pas mal de choses d'un point de vue fonda. On va terminer du coup sur Ethereum. Mise à jour Ethereum, Pectra le 7 mai. Ça va relancer un petit peu les débats. Comme à chaque fois, on spécule sur des usages, mais rien n'est prêt. C'est-à-dire que l'abstraction de compte au niveau du Layer 1, elle va être utilisée par MetaMask, mais on n'a aucune communication de la part de Rabi sur le sujet, ou même d'autres wallets à part Rainbow Wallet. Donc, on le verra pas tout de suite. L'UX va être amélioré, évidemment. Les performances du L2 vont être améliorées, évidemment. La performance du L1 va être améliorée. Est-ce que ça va suffire à motiver les troupes? Je ne pense pas. Du coup, toujours la crise sur Ethereum. Moi, j'aime quand même beaucoup le message qui a été envoyé, comme je l'ai dit sur Twitter. Ça semble avancer dans la bonne direction. Maintenant, moi, ce que je veux voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est un Ether qui continue de scaler et qui s'est retiré la couverture vers lui. J'ai envie de voir également des Layer 2 décentralisés en
en stage 2. J'ai envie de voir plus d'activité au niveau de Starknet. Bref, j'ai envie de voir de l'activité réelle avec des applications réelles et pas des airdrops ou des meme coins ou des vaporware. J'espère que cette émission vous aura plu. En tout cas, vous avez le lien, toutes les news dans la description. Vous avez aussi le lien et que je vous remettrai en description avec toutes les news fondamentales. J'espère que vous avez vous avez apprécié le fait que c'était un petit peu plus structuré que d'habitude. Et également, encore une fois, merci à Bitpanda de soutenir cette émission. Donc si jamais vous voulez tester le produit Bitpanda pour vous mettre aux crypto-monnaies ou avoir une solution alternative aux produits que vous utilisez déjà, eh bien vous avez le lien de Bitpanda en description et en message épinglé sur YouTube. On se dit à cette semaine pour un nouveau petit live. On va reprendre les choses bien comme il faut. Et moi je vous dis ciao tout le monde.